Alors on va maintenant aborder la dernière partie et voir comment ce qu'on a appris jusqu'à maintenant peut nous être utile en pratique dans le bilan et le traitement. Avant de prendre en charge le patient, il va falloir qu'on procède à un bilan. Le premier objectif de ce bilan, ça va être de définir si on est en droit de prendre en charge le patient ou s'il faut le renvoyer vers un médecin pour un diagnostic médical. On a déjà parlé de plusieurs éléments, notamment les manifestations aiguës ou inflammatoires, l'accumulation de signes généraux ou la présence de signes digestifs. Ces éléments vont pouvoir être mis en évidence par l'anamnèse, mais aussi tout au long du bilan si une condition anormale est retrouvée. On va ensuite chercher à repérer les restrictions de mobilité viscérale et intégrer ces dysfonctions dans une prise en charge globale qui répond aux motifs de consultation. Le bilan doit permettre de mettre en évidence la dominante étiologique, c'est-à-dire de déterminer les différentes causes probables et leur influence relative sur la manifestation clinique. Le bilan viscéral doit pouvoir s'intégrer au bilan global du patient avec une stratégie claire qu'on va définir. L'anamnèse spécifique, elle doit s'intégrer dans l'anamnèse classique et permettre de dégager les éléments pertinents en lien avec le motif de consultation et les éléments qui nous laisseraient penser qu'il peut y avoir une pathologie médicale sous-jacente pour pouvoir renvoyer le patient pour un diagnostic médical. On a ensuite les bilans morphostatiques et morphodynamiques qui vont permettre de mettre en évidence les zones clés qu'il va falloir étudier spécifiquement. Et puis on aura un ensemble de tests spécifiques pour explorer ces zones. Alors dans toute cette démarche, avoir une intuition des mécanismes ayant entraîné l'apparition des symptômes permet de gagner un temps précieux, et cette hypothèse, elle devra être confirmée ou infirmée par les éléments du bilan spécifique. Vous allez le voir en pratique, on a à notre disposition plusieurs outils pour évaluer le patient en thérapie manuelle viscérale. Ces outils permettent pour la plupart une évaluation qualitative et non quantitative, et relèvent donc pour beaucoup de l'expérience du praticien. On reviendra sur ce point en fin de cours, sur les réserves qui concernent l'approche viscérale en thérapie manuelle. En attendant, ce qu'on va retenir, c'est que la palpation va jouer un grand rôle dans le bilan et qu'il faudra bien évidemment s'habituer à palper cette région pour déterminer pour un patient donné ce qui est normal et anormal. On aura ensuite d'autres tests, les tests tissulaires, d'écoute ou bien les tests de provocation tissulaire, qui vont permettre de rechercher une restriction globale de mobilité dans l'abdomen qui pourrait nous indiquer une région en tension. On va aussi avoir des tests de rotateur complétés par les points d'inhibition et les zones réflexes de Jaricot et Chapman qui vont pouvoir éventuellement nous aider à confirmer la zone dysfonctionnelle. On va ensuite avoir des tests spécifiques et palpatoires qui vont nous permettre de déterminer dans la région en tension quels sont les éléments dysfonctionnels et quelle est la nature de la dysfonction viscérale. Bien évidemment, le bilan global du système musculo-squelettique est fondamental puisqu'il va nous permettre d'avoir une image globale du patient et de ses champs dysfonctionnels et donc d'expliquer éventuellement les liens mécaniques avec cette sphère viscérale par les modèles qu'on a étudiés. Alors comment on va procéder? Eh bien on va d'abord commencer par une anamnèse qui va s'intégrer à l'anamnèse classique et qui va inclure, pour ce qui concerne le viscéral, les antécédents de chirurgie viscérale et de chirurgie abdominale notamment, les traitements médicaux en cours qui peuvent avoir une action sur les organes. On sait par exemple que le paracétamol ou certains antalgiques peuvent avoir une action congestive sur le foie. L'étude des systèmes, c'est-à-dire le système respiratoire, le système cardiaque, le système digestif, les reflux, la lourdeur à la digestion, le transit et éventuellement les problèmes de la sphère urogénitale. Ces éléments vont aussi servir au diagnostic d'exclusion et nous permettre de savoir si on peut prendre en charge le patient ou s'il faut le réorienter. Si on a le droit de le prendre en charge, on va faire ensuite un bilan morphostatique qui va nous permettre d'observer les déséquilibres du corps dans l'espace. Et donc on va chercher à observer les lignes de gravité, les zones d'enroulement ou de fermeture, les zones de tension, mais aussi, comme on l'a vu avec le système nerveux, les éventuels méplats thoraciques ou lombaires. On sera toujours attentif aux cicatrices abdominales qui font suite à une chirurgie, que l'abord se fasse par voie directe ou par cœlioscopie. Quel que soit l'abord, la chirurgie est responsable au niveau des viscères d'adhérence et il faudra devant toute cicatrice réussir à démontrer que cette cicatrice n'a pas une influence péjorative sur le système. Les déséquilibres posturaux observés vont nous permettre de faire une hypothèse sur une région viscérale qui pourrait être concernée par une tension.
Et les bilans morphodynamiques, en faisant bouger le patient, vont permettre de confirmer les zones viscérales en restriction de mobilité et leur influence éventuelle sur les pertes de mobilité du système musculo-squelettique. On va ensuite avoir des tests d'appel avec les tests d'écoute ou de provocation, les tests des rotateurs complétés par les points d'inhibition, les zones réflexes, mais aussi la palpation globale de l'abdomen. On va aussi avoir des tests spécifiques et palpatoires qui vont permettre, dans la région en tension, de déterminer les éléments dysfonctionnels et la nature de la dysfonction. Et on va enfin faire un bilan du système musculo-squelettique où on va s'intéresser en particulier au diaphragme, aux fascias cervicaux et endothoraciques, aux rebonds thoraciques et lombaires, et à l'évaluation, bien évidemment, de la zone en lien avec le motif de consultation. Alors l'ensemble des éléments révélés au bilan vont devoir être reliés au motif de consultation du patient. On va devoir intégrer ça dans une démarche globale qui va permettre de hiérarchiser les éléments les plus importants à prendre en charge pour aider ce patient. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a jamais une seule bonne manière de faire, mais une stratégie thérapeutique raisonnée doit pouvoir émerger du bilan. On doit se demander comment le patient en est-il venu à manifester ce symptôme et comment le traiter au mieux afin de l'aider à retrouver une condition non symptomatique. À la fin du bilan, on va hiérarchiser les éléments révélés par le bilan dans un ordre logique pouvant expliquer la condition du patient. On va formuler une hypothèse qui va nous permettre d'élaborer une stratégie thérapeutique. Cette stratégie thérapeutique, elle doit tenir compte des objectifs définis en concertation avec le patient et elle doit nous permettre de définir les éléments les plus importants à corriger. Enfin, elle va devoir inclure tout ce qui va permettre au patient de maintenir les effets du traitement dans le temps et de prévenir l'apparition de nouveaux troubles. Alors on a vu comment le bilan nous amenait à la stratégie thérapeutique, ce que vous verrez en pratique de manière concrète, et on va voir maintenant quel traitement on peut proposer. L'objectif du traitement viscéral, ça va être le relâchement tissulaire dans l'environnement des viscères. Ce relâchement tissulaire va permettre de favoriser une meilleure condition circulatoire, une meilleure condition nerveuse et de libérer le système d'une partie des contraintes auxquelles il est soumis. La routine viscérale, c'est un traitement général qui va permettre de prendre en charge l'ensemble des structures dont le bon fonctionnement des viscères dépend, comme le système nerveux, le système musculo-facial ou le système circulatoire. On dispose en thérapie manuelle viscérale principalement de deux types de techniques, des techniques directes comme les techniques de pompage tissulaire et des techniques indirectes comme les techniques d'inhibition. La routine viscérale, c'est un traitement général en plusieurs étapes qui s'adresse à l'ensemble des systèmes dont dépendent les viscères pour leur bon fonctionnement. On va travailler sur la condition nerveuse en libérant l'environnement tissulaire des nerfs vagues et des ganglions spinaux. On va travailler la condition circulatoire en libérant l'environnement tissulaire des organes, en travaillant les manœuvres décongestionnantes sur le foie, la rate et en libérant le diaphragme. On va travailler aussi l'environnement facial avec tout le travail sur les fascias cervicaux, les fascias endothoraciques, le diaphragme, le péritoine et la lame sacropubienne. Alors on va voir maintenant les différentes étapes de cette routine. La première étape va correspondre au pompage du trou déchiré postérieur, c'est-à-dire le foramen jugulaire. Le but est d'avoir une action sur les voies du parasympathique et on va essayer par cette technique de libérer l'environnement tissulaire des nerfs vagues qui passent par ce trou déchiré postérieur. Avec le même objectif, on pourra aussi effectuer, si nécessaire, un pompage sur les muscles sous-occipitaux. On va ensuite avoir tout un travail tissulaire sur la chaîne cervico-péricardo-diaphragmatique, avec d'abord les techniques de pompage des fascias cervicaux superficiels et moyens dans leur partie latérale et antérieure. On va aussi avoir un travail de pompage des fascias cervicaux profonds dans leur lien avec l'osioïde et la loge viscérale du cou. Et on aura également un travail de pompage du péricarde et des ligaments sternopéricardiques et vertébro-péricardiques. Enfin, on aura des techniques de pompage du diaphragme qu'on va effectuer en 3 temps. Un pompage thoracique haut, un pompage thoracique moyen qui va se faire en regard du diaphragme et de l'étage sous-diaphragmatique et sus-mésocolique, c'est-à-dire au contact et en dessous du 5e espace intercostal. On va aussi avoir un pompage de la région du petit épiplomb pour son lien avec l'estomac et le foie et le lien de ces organes avec le diaphragme par leurs ligaments suspenseurs. Une fois qu'on aura libéré le diaphragme, on aura toutes les manœuvres circulatoires destinées au foie et à la rate
Et ces manœuvres, elles sont très importantes, surtout pour la région hépatique, puisqu'elles vont permettre de résoudre les états congestifs. On a ensuite la technique de rib rising qui va permettre de libérer l'environnement tissulaire des ganglions spinaux. Et ces techniques, on les adressera surtout en regard des étages métamériques correspondant à la zone en rétention. Par exemple, s'il y avait une dysfonction hépatique qui est innervée au niveau orthosympathique par les étages D6, D7, D8, on pourrait faire une technique de rib rising destinée aux ganglions spinaux correspondant à ces étages. Enfin, on aura les deux dernières étapes avec toutes les techniques de libération tissulaire du péritoine. On aura les mobilisations globales des viscères abdominaux où on pourra explorer toutes les structures qu'on a précédemment étudiées. Et on aura aussi les techniques de libération tissulaire de la lame sacropubienne et des viscères pelviens. Alors comment on va utiliser concrètement cette routine? Eh bien, on avait vu que le bilan nous avait permis de mettre en évidence des dysfonctions viscérales. On va pouvoir pratiquer ce traitement général sur ce patient et tout simplement réévaluer la dysfonction viscérale initiale après le traitement. On aura alors deux possibilités. Si après le traitement général, la dysfonction viscérale a disparu, c'est que le traitement global du corps a permis tout simplement de résoudre cette condition locale. Si la condition locale n'a pas disparu, on aura alors à notre disposition des techniques spécifiques. Quand vous serez familiarisé avec cette routine viscérale, il sera possible de sortir de l'aspect protocole et de voir chaque étape de cette routine comme autant d'outils indépendants permettant de prendre en charge le patient. On a donc vu un traitement général, on va voir maintenant des traitements spécifiques destinés au foie et à l'estomac. Ces techniques, elles sont très utiles en pratique puisque ce sont des organes que l'on retrouve fréquemment dysfonctionnels et on va expliquer pourquoi. Alors pour le foie, on avait vu que c'était la plus grosse glande de l'organisme. C'est un organe plein, gorgé de sang, comme une éponge. Il a un rôle essentiel dans de nombreux processus métaboliques et il est impliqué dans la sécrétion de la bile. Il a trois faces, une face inférieure qui est palpable, une face supérieure qui est en rapport avec la concavité du diaphragme et une face postérieure qui est verticale, moulée sur le plan rachidien et très adhérente à la veine cave inférieure. Le foie est contenu dans le péritoine, il est en rapport intime avec le diaphragme via les ligaments triangulaires, coronaires et falciformes. Il est en lien par sa face inférieure avec l'estomac via le petit épiplomb et il est aussi en lien à la face inférieure avec la vésicule biliaire. Il est en rapport avec le duodénum via les voies biliaires et avec le côlon ascendant via l'angle colique droit. Enfin, il est fermement attaché à la veine cave inférieure par sa face postérieure. L'innervation orthosympathique est assurée par les étages D5 à D8, l'innervation parasympathique est assurée par les nerfs vagues, et il a aussi une innervation sensitive par la branche abdominale du nerf phrénique droit pour la capsule de Glisson et les ligaments suspenseurs du foie. Pour sa vascularisation, le foie est particulier parce qu'il présente une double vascularisation liée à son rôle de filtre. Il reçoit une vascularisation artérielle propre par l'artère hépatique qui vient du tronc cœliaque, et il reçoit aussi la veine porte hépatique qui fait converger le sang en provenance du tube digestif, de la rate et du pancréas par les veines mésentériques supérieures et inférieures et par la veine splénique. Le système porte et le système cave sont indépendants et dans les conditions normales, la majorité du sang digestif va passer par le système porte pour être filtré par le foie. En cas d'obstruction de ce système, ce qu'on retrouve dans les pathologies graves du foie, le sang veineux digestif va être dirigé vers la circulation cave et c'est ce qu'on va retrouver dans l'hypertension portale. Dans ce syndrome, la circulation collatérale abdominale va devenir alors visible et on avait vu que ça constituait une contre-indication au traitement en thérapie manuelle viscérale. Enfin, on aura les veines sushépatiques qui vont permettre le drainage du foie dans la veine cave inférieure. On a vu que le foie était un filtre entre la circulation digestive et la circulation systémique, avec un rôle détoxifiant des médicaments et des substances nocives, et aussi un rôle dans l'inactivation des hormones. Le foie est donc soumis à de nombreuses contraintes au quotidien puisque certaines substances que l'on consomme ont un impact sur cet organe, comme par exemple l'alcool, les additifs alimentaires, les traitements hormonaux ou certains médicaments comme le paracétamol ou les dérivés de la morphine. On a vu aussi que la bonne fonction du foie était dépendante de celle du diaphragme et vous verrez en pratique et avec vos patients que c'est un muscle pour lequel on retrouve souvent des états tensionnels anormaux. Alors le foie, il est directement sous-diaphragmatique, sa mobilité se fait sous l'impulsion des mouvements du diaphragme, et dans le modèle viscéral, lors de l'inspiration, on décrit pour le foie 3 mouvements.
une rotation antihoraire dans le plan frontal, une rotation interne dans le plan horizontal par rapport à un axe constitué par la veine cave inférieure, et une bascule antérieure dans le plan sagittal sous l'impulsion du mouvement du diaphragme. Pour palper le foie et le tester, on va prendre contact avec les côtes basses en dessous de K5 et rentrer progressivement dans ces côtes jusqu'à contacter la densité du foie à travers les côtes. Une fois au contact, on va mobiliser le foie en rotation antihoraire, en rotation interne et en bascule antérieure. Comme toujours en thérapie manuelle viscérale, notre cadre d'action va concerner les troubles fonctionnels et les restrictions de mobilité. Pour le foie, elles peuvent être liées à des tensions des moyens d'union dans l'environnement de l'organe, le plus souvent associées à un état congestif. Les dysfonctions et les états congestifs peuvent favoriser la fermeture antérieure du thorax via la chaîne cervico-péricardo-diaphragmatique et elles peuvent accompagner des douleurs cervicales ou d'épaule, des céphalées congestives, une sensibilité particulière des régions D6, D7, D8 ou des douleurs costales dans l'environnement du foie. Elles peuvent se manifester aussi sur le plan digestif par des lourdeurs à la digestion. Pour traiter ces conditions, on aura à notre disposition des techniques de pompage circulatoire du foie, des techniques de mobilisation du foie et de pompage tissulaire des moyens d'union. On a déjà vu les contre-indications générales, on va en dire un petit peu plus sur les pathologies du foie et leurs signes cliniques. Alors leur particularité, c'est qu'elles sont assez hétérogènes dans leurs manifestations et qu'elles peuvent être asymptomatiques dans leur début. Elles peuvent commencer le plus souvent par des signes non spécifiques et inconstants, comme une asthénie, une lourdeur à la digestion, des nausées, des vomissements, qui sont suivis dans les formes plus évolutives par des signes plus spécifiques, comme la présence d'un ictère ou de marqueurs biologiques. La cirrhose, le cancer, les hépatites, l'hypertension portale, ce sont des pathologies qui doivent être prises en charge par un médecin et on n'agira jamais en première intention sur ces problèmes-là. Il faut qu'on soit particulièrement vigilant et il y aura plusieurs éléments qui doivent nous alerter. Un gros foie qui dépasse des limites de la partie inférieure du grille costal, ou à l'inverse un foie petit et dur, un foie douloureux à la palpation ou qui présente une face inférieure irrégulière, ou bien la présence d'un ictère, sont des critères d'exclusion et de réorientation pour un avis médical. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'un foie normal ne dépasse pas le bord inférieur du grille costal et que sa face inférieure doit être souple, lisse et indolore à la palpation. On va voir maintenant les points essentiels à retenir concernant l'estomac. Comme on l'a évoqué, l'estomac c'est une dilatation du tube digestif comprise entre l'œsophage et le duodénum. Il est pourvu d'une musculature puissante pour le brassage du bol alimentaire et d'une muqueuse dont le rôle est de produire les sécrétions gastriques. Il est constitué par 4 parties. Le cardia qui constitue la jonction entre l'œsophage et l'estomac en regard du 7e cartilage costal. Et c'est à ce niveau qu'on retrouve la transition entre la muqueuse œsophagienne et la muqueuse gastrique. On a aussi le fondus qui correspond à la grosse tubérosité, qui est directement sous-jacent au cardia et qui est relié au diaphragme via les ligaments gastrophréniques. On a ensuite le corps de l'estomac qui est sous-jacent au cardia, avec une partie interne qui est fixe, la petite courbure de l'estomac, reliée au foie par le petit épiplomb, et une partie externe mobile et dilatable en fonction du remplissage de l'estomac, qui est en lien avec la rate via l'épiplomb gastrosplénique et en lien avec le côlon transverse par le grand épiplomb. On a enfin l'antre pylorique qui permet l'évacuation du bol alimentaire dans le duodénum via le pylore et qui est en lien avec le foie par le petit épiplomb et en lien avec le côlon transverse par le grand épiplomb. La vascularisation artérielle de l'estomac provient des branches du tronc cœliaque et forme un cercle artériel de la petite courbure au sein du petit épiplomb et un cercle artériel de la grande courbure au sein du grand épiplomb. Le réseau veineux est satellite du réseau artériel et se jette dans la veine porte. Le réseau lymphatique est aussi satellite du réseau veineux et se déverse dans les ganglions cœliaques. Dans ces conditions, les tensions tissulaires peuvent avoir une influence sur la condition circulatoire de cet estomac et favoriser à ce niveau-là les stases. Pour l'innervation de l'estomac, on a une innervation orthosympathique qui est assurée par les étages métamériques de D5 à D8. L'innervation parasympathique est assurée par les nerfs vagues qui jouent un rôle dans la motricité de l'estomac et ses sécrétions et qui véhiculent également les sensations douloureuses lorsqu'il y a une atteinte de la muqueuse comme par exemple dans les ulcères. On a aussi une innervation sensitive du péritoine de l'estomac et donc des ligaments suspenseurs qui est assurée par les nerfs phréniques.
Comme pour le foie, l'estomac est directement sous-diaphragmatique et sa mobilité se fait sous l'impulsion des mouvements du diaphragme lors de la respiration. Dans le modèle viscéral, la petite courbure est relativement fixe alors que la grosse tubérosité et le corps de l'estomac sont plus mobiles. Lors de l'inspiration, on va donc décrire 3 mouvements pour l'estomac. Une rotation horaire dans le plan frontal avec un abaissement plus important de la partie latérale de l'estomac que de la partie médiane. Une rotation interne de la grosse tubérosité dans le plan horizontal par rapport à un axe constitué par l'œsophage et la petite courbure. Et enfin, une bascule antérieure dans le plan sagittal de la grosse tubérosité. Pour évaluer l'estomac, on va prendre contact avec la densité de l'estomac à travers les côtes et le mobiliser dans tous ses paramètres. Une restriction de mobilité va refléter les tensions sur les moyens d'union et par exemple une perte de la bascule antérieure de la grosse tubérosité pourra se traduire par une tension au niveau des ligaments gastrophréniques. Pour le traitement, notre cadre d'action va concerner les troubles fonctionnels et les restrictions de mobilité. Au niveau de l'estomac, on retrouve tout ce qui correspond au spasme durable de la musculeuse, mais aussi les tensions des moyens d'union. Les dysfonctions peuvent favoriser la fermeture thoracique antérieure et elles peuvent accompagner aussi des douleurs cervicales ou d'épaules, une sensibilité particulière des régions D6, D7, D8 ou bien des douleurs costales dans la région de l'estomac. Au niveau digestif, elles peuvent se manifester par des tensions ressenties dans l'hypocondre gauche, des ballonnements, des douleurs d'estomac, des brûlures dans la région épigastrique ou bien tout simplement une difficulté chronique à digérer. Ces signes sont très importants à considérer puisqu'ils peuvent être le reflet d'une pathologie sous-jacente et on va voir qu'avec l'estomac, il faut se méfier de ces troubles quand ils sont chroniques ou bien quand ils sont très importants. Au niveau des manifestations propres à l'estomac, on va retrouver les syndromes mécaniques avec les hernies hiatales et les reflux gastro-œsophagiens, mais aussi des syndromes irritatifs qui correspondent aux atteintes de la muqueuse gastrique avec les gastrites et les ulcères. On aura aussi tout ce qui correspond au cancer de l'estomac et on va voir comment se manifestent ces syndromes. Toutes ces pathologies, en fonction de l'importance des symptômes, doivent faire l'objet d'un avis médical et d'un éventuel suivi. Pour tous les syndromes mécaniques et irritatifs avec des manifestations peu graves, la thérapie manuelle viscérale peut favoriser la diminution des symptômes en diminuant les tensions de l'environnement tissulaire et en favorisant l'amélioration de la condition circulatoire localement. Bien évidemment, l'amélioration, elle devra aussi se faire s'il y a une origine alimentaire en diminuant les irritants de l'estomac. S'il y a une persistance des signes ou une aggravation, il faudra savoir renvoyer le patient chez le médecin et on va voir quels signes peuvent nous orienter. Pour les hernies hiatales, elles correspondent à la migration d'une partie de l'estomac dans la cavité thoracique. Ces atteintes peuvent être asymptomatiques et on les retrouve parfois de manière fortuite sur des examens de radiologie thoracique ou abdominale. Quand ils se manifestent, les signes cliniques sont en général proches de se retrouver pour le reflux gastro-œsophagien, et ce reflux gastro-œsophagien correspond au retour d'une partie du contenu de l'estomac, le bol alimentaire et les sécrétions gastriques, dans l'œsophage. La muqueuse de l'œsophage n'étant pas faite pour supporter l'acidité, ça va provoquer son irritation qui va se manifester le plus souvent en postprandial par des douleurs et des brûlures dans la région épigastrique. Comme toutes les pathologies de l'estomac, le reflux est favorisé par certains aliments comme le café, l'alcool, les épices, par certains médicaments comme par exemple l'aspirine, mais aussi par le tabac ou bien tout simplement la façon de manger et on avait vu l'importance de la mastication. Les tensions du diaphragme, en abaissant la grosse tubérosité, peuvent aussi altérer la perméabilité du cardia et donc favoriser ce reflux. Pour les gastrites, elles correspondent à une inflammation de la muqueuse de l'estomac qui peut être aiguë ou chronique et qui va s'accompagner de brûlures d'estomac et de difficultés à digérer. Les gastrites sont en général sans gravité, mais il faudra se méfier des atteintes graves avec l'apparition de signes comme des vomissements ou des nausées, mais aussi des formes chroniques, puisque les gastrites répétées augmentent le risque d'ulcère et de cancer de l'estomac. La gastrite est favorisée par le stress, mais aussi par des facteurs alimentaires, comme par exemple les graisses frites, l'alcool ou bien certains médicaments, et elle peut être aussi favorisée par une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Le diagnostic se fait sur la base de l'examen clinique, d'une fibroscopie et d'une biopsie. Pour les ulcères, ce sont des pathologies plus graves puisqu'elles peuvent aboutir à la perforation de l'estomac. Les ulcères correspondent à une perte de substances dans la muqueuse qui va entraîner une atteinte de la musculeuse du fait de l'acidité de l'estomac. Ils se manifestent par des douleurs typiques qui sont révélées le plus souvent par l'anamnèse avec la notion de faim douloureuse.
Alors à l'inverse du reflux gastro-œsophagien qui se caractérise par des douleurs en postprandial, les ulcères vont plutôt se manifester à distance des repas quand l'estomac est vide. Les atteintes ulcéreuses se résolvent en général spontanément en quelques semaines, mais elles sont le plus souvent récidivantes et ces récidives augmentent le risque de cancer de l'estomac. Les ulcères sont favorisés par le stress, mais aussi par les facteurs alimentaires ou médicamenteux, et on rappelle, comme les gastrites, qu'ils peuvent être favorisés par l'Helicobacter pylori. Si les patients présentent ces signes, il faudra savoir les orienter vers un médecin puisque les ulcères doivent être pris en charge très sérieusement. Le diagnostic se fait sur la base de l'examen clinique, d'une fibroscopie et d'un prélèvement. Pour le cancer de l'estomac, c'est une pathologie grave et de mauvais pronostic. Il se caractérise le plus souvent par des signes non spécifiques dans ses débuts, comme par exemple une perte d'appétit, un amaigrissement, une fatigue, ou alors par des nausées, des vomissements ou bien encore des dysphagies. Le cancer de l'estomac est de pronostic défavorable, il faut donc le diagnostiquer au plus tôt, d'où l'importance d'avoir un suivi médical dans les pathologies ulcéreuses et les gastrites. Le traitement consiste à réaliser une gastrectomie partielle ou totale, associée ou non à une chimiothérapie. Alors après ces traitements spécifiques, on va voir que la prise en charge en thérapie manuelle viscérale doit absolument inclure la prescription d'exercices adaptés et de conseils particuliers permettant aux patients de maintenir les effets du traitement dans le temps. Toutes les techniques de respiration pour leur action mécanique et circulatoire sur les viscères, mais aussi pour leur action sur le système nerveux autonome, vont être intéressantes. Les techniques de relaxation, de méditation, mais aussi les pratiques inspirées du yoga qui associent automobilisation, respiration, conscience de soi et contrôle moteur sont des pratiques qui favorisent le bon fonctionnement des viscères. L'alimentation joue aussi un rôle important, mais le problème à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus. On pourra lire avec intérêt L'alimentation, la troisième médecine du docteur Seignalé, qui permet de bien comprendre la physiologie digestive et comment l'alimentation actuelle pourrait favoriser les états inflammatoires de l'intestin et la manifestation de pathologies auto-immunes inflammatoires comme par exemple les polyarthrites ou les spondylarthrites ankylosantes. Les connaissances récentes sur le microbiote intestinal suggèrent en tout cas que nous ne sommes pas tous égaux dans la digestion et que la bonne alimentation est propre à chacun. Dans les difficultés digestives, tenir un carnet de ce que l'on mange et le mettre en parallèle de l'évolution de ces troubles permet souvent de discriminer les aliments principaux qui ont une influence péjorative sur nous. Cela peut être une étape préalable au diagnostic des allergies et des intolérances alimentaires, et en tout cas il ne faut pas hésiter de s'entourer de professionnels compétents qui peuvent prendre en charge les patients pour ces désordres-là et vers qui on pourra orienter le patient en cas de besoin. Alors avant de terminer, on va parler des réserves qui sont émises sur la pratique de la thérapie manuelle viscérale, puisqu'il n'y a à ce jour pas d'arguments scientifiques dans le modèle d'evidence-based medicine qui montrerait une validité de ces techniques. On l'a déjà évoqué, mais le viscéral est une approche essentiellement qualitative, c'est-à-dire non quantitative, qui nécessite pour le praticien la construction d'un savoir-faire et d'une expérience palpatoire. Pour cette raison, il est difficile de l'évaluer dans le modèle d'evidence-based medicine où la quantification et la reproductibilité sont très importantes. Alors l'organisme Cortex, à la demande de Laure Desquinet, a quand même effectué une revue de littérature sur les quelques études existantes et a fourni en 2018 un rapport pour évaluer l'ostéopathie viscérale. Ce rapport peut être consulté sur Internet et je vous encourage à le faire en complément de ce cours. Au-delà des interrogations sur les modèles et leur utilisation, ils ont surtout cherché à déterminer si la pratique du viscéral pouvait prétendre à une efficacité dans la prise en charge des pathologies viscérales. Ce qui a permis d'établir qu'il n'y en avait pas. Alors, comme on l'a déjà vu, on retiendra qu'on n'utilise pas la thérapie manuelle viscérale pour traiter les pathologies viscérales avérées, mais qu'on l'utilise pour évaluer et corriger les déséquilibres généraux qui peuvent être favorisés par les tensions dans la sphère viscérale. Pour le reste, et pour évaluer la pertinence de cette approche, en complément des modèles dont vous disposez déjà, il suffira de le mettre en pratique, de l'utiliser lorsque nécessaire au cabinet et de juger par vous-même de son utilité. On va maintenant terminer par un cas clinique typique qui permettra d'illustrer ce qu'on a vu en cours. Merci pour votre attention et à bientôt. Le cas clinique est celui d'un sujet homme de 28 ans qui travaille dans un bureau et qui a une pratique occasionnelle du footing. Il consulte pour une cervicalgie aiguë. Le patient s'est couché sans douleur il y a 2 jours et il s'est réveillé le matin avec une douleur cervicale qui a rapidement augmenté. À l'anamnèse, on note que c'est un premier épisode sans antécédent connu. La douleur empêche le patient de tourner la tête à gauche. La douleur est particulièrement difficile à supporter en fin de journée et elle est calmée par le repos.
Le contexte actuel au travail est très stressant avec de grosses amplitudes horaires qui lui laissent peu de temps pour se reposer et faire du sport. Les douleurs sont apparues sans cause identifiable dans les jours qui ont suivi un week-end festif entre amis. Il n'y a pas de traumatisme évoqué, pas d'irradiation dans les membres supérieurs, pas de fièvre, pas de douleurs nocturnes et pas de signes d'altération de l'état général. Il n'y a pas d'antécédents médicaux ni de chirurgie. Pour les traitements en cours, le patient prend en automédication 2 à 3 grammes de paracétamol par jour depuis une semaine pour des maux de tête d'abord, puis pour les douleurs cervicales. Il n'a pas constaté d'effet majeur. Le patient ne présente pas d'antécédents de pathologie respiratoire ou cardiaque et il présente de légers troubles digestifs à titre de lourdeur à la digestion, en sachant qu'en ce moment c'est une période où il mange particulièrement mal. On peut conclure de l'anamnèse que la douleur semble mécanique et qu'il n'y a pas de contre-indication évidente. Les maux de tête, le paracétamol, la lourdeur à la digestion peuvent évoquer le foie et on peut continuer en l'absence de contre-indication l'évaluation. Au bilan morphostatique, on constate une fermeture antérieure globale dans le plan sagittal avec une antéprojection de la tête. On constate une attitude en rotation droite et en inclinaison gauche des cervicales, une attitude en inclinaison droite du thorax dans le plan frontal avec une fermeture centrée sur la région hépatique. Et on observe au niveau thoracique des méplats dans les régions D5 à D8. À partir de ce bilan morphostatique, on peut observer des modifications posturales qui semblent centrées sur le foie, et le méplat des étages D5, D8 nous évoque le système nerveux orthosympathique et les étages métamériques qui innervent le foie. Puisqu'on a un motif de consultation cervicale, il faudra procéder aux tests spécifiques de cette région, tous les tests qui permettent une exclusion éventuelle du patient, et on aura dans ce cas-là les tests disco notamment qui seront négatifs. Au bilan morphodynamique, on constate une difficulté à la rotation gauche de la tête avec des douleurs dans les cervicales moyennes et des tensions apparentes dans les fascias cervicaux à droite. On peut observer une difficulté à l'extension du rachis cervical, mais aussi une difficulté à l'extension globale du rachis avec une difficulté à ouvrir qui est centrée sur la région hépatique. On peut observer une difficulté à l'extension du rachis cervical, mais aussi à l'extension globale du rachis avec une difficulté à ouvrir qui est centrée sur la région hépatique. Ce bilan nous permet de constater les restrictions de mobilité de la zone hépatique lors de l'extension et semble confirmer l'hypothèse qu'on avait pu avoir au bilan morphostatique. Pour le bilan des rénitences musculaires, on note des tensions du splénus gauche, des tensions et une sensibilité particulière du scom à gauche, des tensions des scalènes à gauche et à droite, des tensions des deux petits pectoraux et des tensions du diaphragme qui sont surtout majorées pour la coupole droite. Pour le bilan articulaire, on met en évidence un rebond positif en C3 avec une sensibilité augmentée. On met en évidence un rebond positif de C7 à D4 avec surtout le paramètre densité qui est augmenté. Et un rebond positif de D5 à D8 avec une densité tissulaire augmentée et une sensibilité périostée très importante. Le rapport de C3 avec le nerf phrénique nous intéresse particulièrement parce que ce nerf phrénique innerve aussi les ligaments suspenseurs et la capsule du foie. La sensibilité périostée de D5 à D8 en rapport avec les étages métamériques du système orthosympathique qui innervent la région hépatique nous intéresse aussi particulièrement parce qu'elles peuvent être révélatrices des tensions au niveau de ce viscère. Pour le bilan viscéral, on note une densité et une tension anormale dans l'hypocondre droit et l'épigastre. Au test d'écoute, on a une attirance vers la région hépatique qui se traduit dans le test de provocation par une facilité à amener les tissus vers la zone hépatique et une difficulté à les éloigner de cette zone. Le test de rotation cervicale est positif avec une rotation cervicale à gauche qui est améliorée quand on fait une inhibition du foie en le soulevant. Le foie ne dépasse pas des côtes, sa face inférieure est lisse et régulière, mais on la retrouve tendue et un petit peu sensible à la palpation, ce qui peut témoigner d'un état congestif. On retrouve des tensions du petit épiplomb. Le test de mobilité du foie montre une bascule antérieure qui est difficile avec des tensions des ligaments suspenseurs. Les tests de la région cervicale et thoracique montrent une tension des fascias cervicaux à droite et dans leur partie antérieure, et une tension du péricarde et de la chaîne cervico-péricardo-diaphragmatique. L'ensemble de ces éléments montre une dysfonction hépatique de bascule antérieure.
Les tests de rotation permettent de confirmer l'influence de cette dysfonction hépatique sur la région cervicale. Notre hypothèse pourrait être la suivante: dans un contexte de stress et de fatigue, avec une augmentation de la charge de travail et une position de travail de bureau, c'est-à-dire assise, la diminution de l'activité sportive et un week-end festif, tout ça peut être des éléments favorisant une congestion hépatique, des tensions du diaphragme, une orthosympathicotonie et une restriction de mobilité hépatique. Tous ces éléments-là ont pu créer un terrain favorable à l'installation d'une condition mécanique cervicale aiguë avec pour étiologie locale des douleurs en C3 et des douleurs des scomes et des scalènes. À partir de ces éléments, une stratégie thérapeutique raisonnée incluant le viscéral pourrait être de libérer en premier lieu les tensions du diaphragme, puis de libérer les tensions dans l'environnement tissulaire du foie avec les manœuvres décongestionnantes et la correction de la bascule antérieure. On pourrait à ce moment-là réévaluer les tensions de l'environnement tissulaire du foie et du diaphragme et aussi observer s'il y a eu des modifications sur les cervicales, par exemple, dans leur mobilité. En fonction des résultats, on pourrait associer un travail des fascias cervicaux et de la chaîne péricardo-diaphragmatique, la correction par des techniques de dog ou de lift des étages D5 à D8. On pourrait aussi faire une technique myotensive pour les scomes et les scalènes s'ils étaient toujours douloureux, et une correction éventuellement de C3, de D1 ou de K1 si nécessaire. À la fin de la prise en charge, on réévaluera le patient et en fonction des résultats, on pourra lui demander de faire des exercices de respiration afin de maintenir les résultats obtenus sur le diaphragme, mais aussi de mobiliser les viscères et particulièrement le foie. On pourra aussi ajouter des exercices inspirés du yoga, comme par exemple le chien tête en haut avec des mouvements respiratoires qui permettront tout un travail de la chaîne cervico-péricardo-diaphragmatique associée au diaphragme.